Merci infiniment à l'accueil que vous réserverez à mon nouvel oracle du Scarabée d'Or aux éditions Erol, à retrouver en librairie ou en ligne. Il est magnifiquement illustré par l'artiste Izumi Idoya et il contient 44 cartes pour cheminer, ainsi que des explications, des rituels associés qui sont proposés dans son livret d'accompagnement qui fait 240 pages. Vous aurez également la possibilité de noter vos ressentis et vos guidances personnelles grâce au très mignon carnet qu'il contient, pour toutes vos notes. Cet oracle est divisé en 4 grands thèmes, avec 11 cartes à chaque fois, avec des symboles, des grandes figures messagères, des inspirations et des blessures émotionnelles. Il vous permettra de cheminer, je l'espère, pour renaître, être et devenir. Il est préfacé par la merveilleuse Natacha Calestrémé et vous pouvez dès à présent retrouver l'Oracle du Scarabée d'Or qui est publié aux éditions Erol chez votre libraire préféré ou en ligne. Merci beaucoup. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Qui ne s'est jamais senti à côté, comme un spectateur qui regarde passer sa vie sans être pleinement dedans ? Qui a parfois le sentiment d'avoir besoin de personne, ni Dieu, ni maître. Et depuis tout petit, pour ne pas ressentir certaines émotions, pour ne pas souffrir, se construire une carapace en se coupant ainsi des autres, fuir l'intimité, la proximité affective, avoir du mal à dialoguer, à exprimer ses émotions et ses sentiments. Tout cela peut être un signe d'un attachement dit évitant. Se détacher pour ne plus ressentir, alors que tout être humain ne peut se réaliser pleinement que dans la relation à l'autre. Psychologue clinicienne, psychothérapeute et formatrice depuis plus de 10 ans, mon invitée a vu nombre de ses patients coupés de leurs émotions. Dans son tout dernier livre, Coupé des autres, coupé de soi, quand la distance affective cache des blessures d'attachement, son objectif est de nous accompagner sur un chemin de guérison des blessures de l'enfance pour libérer nos vieux schémas et trouver la sécurité intérieure. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose Gwenaëlle Perciot. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Anne, merci de m'inviter à nouveau. Avec grande joie, le précédent podcast, je le dis pour nos auditrices et nos auditeurs, numéro 230, qu'on parlait vraiment de guérir des blessures d'attachement qui a très bien marché. Et on évoquait ces blessures, les possibilités d'en guérir et des blessures qui nous poussent à adopter des comportements, des stratégies pour se protéger, se défendre de l'environnement ou de l'adversité. Alors simplement, évidemment, on ne va pas repasser en revue dans le détail ces blessures d'attachement, mais peut-être simplement les rappeler. Aujourd'hui, on va parler du profil de l'évitant, mais rappeler peut-être les autres. Oui. Alors rapidement, effectivement, la psychologie de l'attachement a permis de distinguer 4 manières de fonctionner, qu'on appelle 4 styles d'attachement. Un est sécure et les 3 autres sont insécures. Donc pour les rappeler, l'attachement sécure, qui représente environ 50% des personnes, ce sont des gens qui ont eu une enfance suffisamment stable et sécurisante pour développer une stabilité psychique et une confiance en eux, surtout en l'autre et dans le monde, et qui est un atout effectivement important, même si la vie est ce qu'elle est, donc il peut y avoir bien sûr des adversités, mais quand on a un attachement sécure, on va dire qu'on se relève plus vite de ce qui nous arrive. A contrario, ceux qui ont un attachement insécure, donc en fait il y a 3 types, ont vécu eux des choses plus compliquées, parfois même traumatiques. Les degrés sont divers évidemment, et vont s'adapter à ça en fait. Se sont adaptés d'ailleurs dès le démarrage, dès l'enfance, ça commence, et puis vont souvent continuer, sauf s'il y a un travail sur soi qui s'accomplit. Donc les 3 manières de réagir à un environnement qui a été insécurisant et qui peut continuer à l'être, c'est soit en développant un attachement anxieux, évitant ou désorganisé. Donc anxieux, on dit aussi fusionnel, sont des personnes qui ont besoin de l'autre de manière, on va dire, très forte, qui peut même être jugée comme excessive par des observateurs extérieurs,
parce que domine en fait dans l'attachement anxieux la peur de l'abandon, la peur de la solitude. Donc concrètement, c'est des personnes qui ont besoin de beaucoup de présence, besoin de paroles, de réconfort, qui doutent beaucoup d'eux-mêmes, hein, qui manquent beaucoup de confiance en eux, même pour parfois des petites choses du quotidien. Et donc ils sont anxieux au sens anxieux de la relation, beaucoup de préoccupations aussi mentales. L'attachement évitant, c'est le deuxième attachement insécure. Donc ça, c'est l'attachement insécure le plus commun. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Hein. Oui, ça on va le décrire bien précisément après. Voilà, donc on va regarder ça de bien plus près. Mais donc c'est un évitement des relations et des émotions. Et c'est environ 1 personne sur 4 quand même. Et le dernier attachement insécure, c'est l'attachement désorganisé ou chaotique, qui est plus rare, hein, environ 5% des personnes selon les dernières études, et qui est un mix entre l'attachement anxieux et évitant, et qui lui est source souvent de beaucoup de soucis, même au quotidien. C'est pour ça qu'on dit chaotique. Voilà, dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes. Alors, c'est vrai qu'on dit 1 personne sur à peu près 25% des gens. Donc, si vous nous écoutez et que vous n'êtes pas forcément dans ce profil évitant, ça peut être intéressant quand même d'écouter cette émission parce qu'on connaît tous autour de nous certains profils d'évitants, sauf si on l'est effectivement soi-même et en plus on en côtoie. D'ailleurs, des évitants vont souvent avec des évitants ou pas, ou c'est plus rare? Oui, assez souvent en fait. Que ça soit dans l'amitié, dans les relations affectives ou même parfois dans des collègues ou dans l'environnement du voisinage, des choses comme ça. Parce qu'en fait, on va se reconnaître assez facilement selon notre style d'attachement. Et typiquement, quand on a un attachement évitant, on est donc plutôt taiseux, on va dire, hein, de caractère. Et on va être attiré par des gens qui fonctionnent un peu comme nous. Quand on est évitant et que, à l'inverse, on a en face de nous quelqu'un qui a un attachement plutôt anxieux, hein, c'est l'autre polarité. Le côté très émotionnel, très labile, parfois même qui prend pas mal de place, ça peut être dérangeant, en tout cas gênant pour un évitant. Donc il va plutôt éviter. Justement. Donc dans les amitiés, par exemple, moi je me suis rendu compte assez rapidement, hein, je suis une ex-évitante en cours de guérison, on va dire, que j'avais autour de moi beaucoup d'évitants. C'est ça. C'est vrai que dans les thérapies de couple, ce qui se dit aussi, c'est que parfois l'évitant va bien aussi avec le profil fusionnel, c'est-à-dire qu'il y en a un qui passe son temps à partir et l'autre à poursuivre, quoi. Oui. Alors dans le couple, danse, effectivement. On observe assez souvent ça, surtout si on est thérapeute de couple, donc on a une vision privilégiée sur ces intimités-là. Et l'explication qu'on donne, c'est que la relation de couple étant la plus complète, la plus complexe, certes, mais aussi la plus source de réparation et de guérison, on va inconsciemment, énergétiquement attirer à nous un partenaire qui est sur l'autre polarité pour grandir et pour évoluer. Donc ça arrive assez souvent, effectivement, qu'on ait le fameux couple anxieux-évitant. Et quand c'est dans une relation de couple qui a cette complexité, cette complétude, on va avoir là moult occasions, peut-être de se prendre la tête, certes, mais aussi d'en faire quelque chose et d'évoluer, en fait. Intéressant. Alors simplement pour nous refaire peut-être un portrait robot du profil type évitant, et puis ensuite on va en venir évidemment à quels sont les mécanismes sous-jacents de ce profil. L'attachement évitant, on utilise parfois le mot détaché, qui je trouve est assez clair, dans le sens que quelqu'un qui a développé un attachement évitant, il s'est détaché petit à petit, hein, c'est évidemment pas du jour au lendemain, de ses émotions et par conséquent de ses relations. Ça, c'est vraiment important de comprendre que quelqu'un qui est donc plutôt dans ce côté un peu loin des autres, loin de ses émotions, hein, on pourrait dire un petit peu à l'intérieur de lui, hein, sans être forcément un ermite dans une grotte, mais qui est un peu à distance, que ça soit dans l'engagement affectif ou amical. On croit que quelque part il décide d'être ainsi loin des autres, mais en fait ça se passe pas du tout comme ça. Ce qui se passe, c'est que ce sont des personnes qui ont à un moment vécu des choses compliquées, on y reviendra, qui a fait que c'était une question d'adaptation, hein, parfois même de survie, de se détacher des émotions, d'abord des émotions. Et par conséquent, l'être humain dans ses relations étant source
d'émotions, de ressentis, d'activation, hein, forcément, c'est le propre de la relation. L'évitant va ensuite se mettre un peu à distance. Mais c'est dans cet ordre-là que ça se passe. Il y a des personnes qui, au départ, vont vivre, par exemple, un choc émotionnel qui fait que, là, ils ont appris que montrer ses émotions, ça peut être compliqué, voire dangereux. Donc, ils vont avoir un certain temps un peu à distance de leur propre ressenti. Et puis petit à petit, ils vont s'apercevoir que ça va bien au-delà, que c'est aussi leur vie relationnelle qui change. Et que par exemple, ils voient moins leurs amis, ils vont moins au club de sport ou de théâtre ou autre, parce que c'est quand même compliqué de parler aux gens. Puis en ce moment, je vais pas bien, qu'est-ce que je vais leur dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, etc. Et puis la relation amoureuse, évidemment, j'en ai besoin comme tout le monde, mais c'est tellement difficile, puis j'y arrive pas, puis je me sens nulle, etc. Et en fait, la conséquence relationnelle est rarement visible tout de suite, puisque c'est vraiment ça. C'est un effet quelque part secondaire. Ce qui est assez intéressant, c'est que est-ce qu'on peut retrouver des profils qui ont l'air un peu volubiles et justement pas taiseux, ce que vous décriviez en apparence, mais qui sont en fait anesthésiés émotionnellement quand il s'agit de descendre dans ce lien d'intimité dont vous parliez aussi? Oui, alors c'est pas les personnes évitantes les plus courantes, hein. Le modèle évitant le plus fréquent, c'est vraiment la personne qui déjà parle pas beaucoup en général, mais surtout pas beaucoup de ses émotions, et puis qui est plutôt à distance de manière générale des autres. Mais vous avez aussi ce profil-là de personnes qui, en apparence, lors des premières rencontres, on pourrait croire que c'est des personnes plutôt même à l'aise, hein, puisqu'elles peuvent prendre la parole assez facilement, voire même très facilement. On peut même penser que c'est des gens qui ont confiance en eux. Mais ça, on va dire, c'est la place publique. L'attachement se révèle dans la place intime, la place vraiment de la proximité émotionnelle, là où il y a les enjeux d'attachement, en fait. Et c'est ainsi qu'on va les rencontrer. Donc en fait, ces facettes de l'évitement, quand arrive en fait un enjeu de l'émotion, de la relation. Donc par exemple, dans la relation amoureuse, au départ, on peut croire que l'autre est plutôt bien dans ses baskets, dans ses émotions, qu'il y a quelque chose qui semble assez fluide. Mais au fur et à mesure du temps, des mois qui passent, là où un couple va commencer à se construire, va se poser des questions de partir en week-end ensemble, puis un peu plus longuement en vacances, puis à un moment d'aller être présenté aux parents, et puis aux amis, etc. Et puis des projets qui sont de plus en plus précis et engageants. Et là, on va parfois observer autre chose qu'on n'avait pas vu au début, c'est-à-dire quelqu'un qui commence à être mal à l'aise et puis à éviter. Qui va trouver typiquement des prétextes plus ou moins conscients. Faut vraiment insister là-dessus que les styles d'attachement en général, donc là on parle de l'évitant, mais c'est vrai pour les autres, c'est pas quelque chose qui est choisi volontairement. On choisit pas d'être évitant. C'est la vie qui nous amène à le devenir. Et inconsciemment, en fait, on a des comportements d'évitement. Et l'objectif d'ailleurs, ça va être de les rendre conscients pour pouvoir les transformer. Bien sûr. Alors revenons peut-être sur les mécanismes sous-jacents. C'est vrai que vous parlez de dissociations qui parfois sont répétées, qu'il y a vraiment ce fonctionnement. Alors en soi, d'ailleurs, la dissociation n'est pas forcément mauvaise puisque c'est un mécanisme de survie qu'on peut avoir, qui est dans notre programme humain, on va dire. Mais c'est quand même ce mécanisme de dissociation répétée qui crée ce profil d'évitant. Oui, la dissociation, c'est... Comme vous le dites, c'est un programme de survie qu'on a tous en nous. On est pré-câblé pour beaucoup de choses, et entre autres pour se dissocier si besoin. Donc en quelques mots, la dissociation, qu'est-ce que c'est ? C'est toute une suite de réactions qui sont tout à fait bien connues aujourd'hui au niveau du cerveau neurobiologique, qui permettent, face à un stress aigu, qui dépasse en fait mes capacités psychiques et physiques du moment, de me couper de mes émotions, de mon intérieur, aussi de mes ressentis corporels. Et ça, on le vit tous. On le vit tous si à un moment, vous avez par exemple un choc, une mauvaise nouvelle, par exemple, qui vous est donnée. Pendant quelques moments, ça peut durer jusqu'à quelques heures, même quelques jours, dans les cas graves, on va bugger. Tout simplement, on peut même parfois perdre la mémoire de cette période-là, ne plus se souvenir de ce qui s'est passé.
Donc, on connaît bien tous ces phénomènes puisqu'il y a tout un système de neurotransmetteurs que sont la kétamine et la morphine qui vont en fait envahir le cerveau et notamment permettre au système d'alarme qui était à l'intérieur de nous, qui a hurlé quand on a entendu la nouvelle, de s'éteindre pour pouvoir notamment préserver notre corps. Ça préserve des risques cardiovasculaires et aussi des dommages neurologiques. Donc on est tous câblés pour, à certains moments, quand c'est trop difficile, passer un peu dans le brouillard, dans les limbes de la dissociation. Et ça nous permet de faire face temporairement quand on peut pas agir autrement, quand on peut ni fuir ni combattre. Par exemple, si on vous amène une mauvaise nouvelle, vous pouvez rien faire d'autre que juste l'encaisser. Et donc c'est la même chose quand il y a des agressions, des accidents, des choses qui sont comme ça extrêmement difficiles. Donc la dissociation, c'est ce mécanisme-là utile et très fonctionnel. Quand on a vécu une suite d'adversités, de blessures et de traumatismes, là, on va en fait se dissocier beaucoup et passer quelque part un certain seuil qui varie beaucoup d'un individu à l'autre. On n'est pas tous égaux face à ça, il y a des disparités. On va s'installer ce qu'on appelle une dissociation chronique, alors ce qui est pas permanente, personne n'est totalement dans la dissociation tout le temps, mais en tout cas, il y a des personnes qui le sont bien plus souvent que la moyenne. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vécu une cumulation de choses difficiles qui fait que le cerveau, quelque part, s'est habitué à être dissocié. C'est un peu comme un phénomène c'est un phénomène d'habituation, au même titre que on devient habitué aux effets des drogues, de l'alcool, du tabac, etc. Et donc, quelqu'un qui a vécu... c'est une forme de mécanisme de récompense, quoi. C'est ça, exactement. Il y a quelque chose qui s'installe en nous, un peu comme des sillons dans la neige. Si vous passez en ski de fond sur une neige, plus vous passez au même endroit, plus ça devient profond. La dissociation chronique, c'est ça, en fait. Et plus tard, en fait, par exemple, si c'est des événements qu'on a vécus dans l'enfance, à l'âge adulte, on va garder des traces de ça, si on n'a pas fait un travail de réparation des blessures. Et dans notre contexte quotidien, qui peut être totalement exempt de danger, on va dire que c'est terminé, en fait, le danger est passé. Mais le cerveau, lui, ne voit pas les choses comme ça, puisque on est bien câblé pour la survie, et va rester dans une forme d'hypervigilance. Et s'il y a des stress qui adviennent, le cerveau peut redisjoncter, donc se dissocier en fait, et quelque part nous mettre en situation un peu de sécu pour le moment. Et des personnes qui vivent ça souvent vont être en fait coupées de leurs émotions de manière régulière. Et ça va créer à force l'attachement évitant, qui est du coup un spectre en fait. Il y a des gens qui sont très très évitants. Ça c'est plutôt des patients que moi j'ai pu rencontrer en psychiatrie notamment, des gens qui sont tellement dissociés en fait, tellement évitants on a l'impression qu'ils traversent le monde un peu comme des zombies quoi, sans avoir forcément des troubles psychiatriques graves, mais d'avoir en tout cas un fonctionnement dont les conséquences sont très compliquées. Donc il y a des gens qui sont très très évitants. Là c'est plutôt de l'ordre pathologique ça ? Comment ? Là, c'est d'ordre un peu psychotique, pathologique. Alors, ou pas forcément. La psychose, c'est complexe la psychose, mais c'est évidemment une grande dissociation. C'est comme ça d'ailleurs qu'elle a été définie au début. On parle de dissociation dans la psychose. Puis après, vous avez des troubles peut-être moins impressionnants que la schizophrénie ou la psychose, mais la dépression chronique, par exemple, ça, c'est une dissociation. Quelqu'un qui est en dépression depuis des mois, parfois même, j'ai vu des patients dépressifs depuis des années, ils sont pas là en fait. Ils sont là, mais la plupart du temps, ils sont pas vraiment là, ils sont pas avec vous. Vous leur demandez comment ils vont, ils savent pas répondre. Vous leur demandez comment c'est dans leur corps, est-ce qu'il y a des douleurs. Ils répondent souvent de manière automatique, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est dissocié. D'ailleurs, c'est une question qu'on devrait pouvoir se poser quand on voit qu'on a un profil plutôt évitant et qu'on n'a pas de souvenir de trauma ou de type de dissociation répétée. C'est peut-être qu'il peut se cacher quelque chose derrière ça. Il pourrait, on va dire. Oui, il pourrait. Mettons des pincettes. Voilà. Mettons le conditionnel pour être juste déjà, et puis aussi pour pas créer des peurs inutiles. Mais bien sûr, quand on a un grand pan de notre vie, et donc souvent c'est l'enfance qui manque, moi j'invite à aller un peu explorer, et souvent il faut l'aide de quelqu'un, puisque s'il y a des zones aveugles comme ça, ce qu'on appelle des amnésies,
partielle, c'est qu'à un moment, le cerveau a eu besoin de faire cette amnésie. Hein. Rien n'arrive par hasard et le corps et le cerveau sont tellement bien faits, c'est qu'il y avait une utilité à cette amnésie. Donc moi, j'invite à aller regarder un petit peu ce qu'on a pu vivre et notamment là, souvent, il faut le faire par des moyens qui ne sont pas uniquement verbaux, parce qu'on sait bien que le conscient il est très utile, mais est aussi un frein pour aller rencontrer ce qui est dans les limbes, justement, dans l'inconscient, et le rencontrer et puis le guérir. Donc les amnésies d'enfance, hein, qu'elles soient de quelques, par exemple, je sais pas, 1 an, 2 ans, mais parfois c'est beaucoup plus. Hein, il y a des gens, ils n'ont pas de souvenirs ou presque. Souvent, ça indique que la psyché a vécu des choses difficiles, le corps parfois aussi, et quelque part, il valait mieux pas trop s'en souvenir. Voilà. Mais on peut retrouver, hein, pas toujours, et parfois on retrouve jamais, mais je pense que c'est pas grave, parce que l'important, c'est pas de faire sa biographie exacte, l'important c'est d'être heureux et d'aller bien, et on peut aller beaucoup mieux, même si on reste avec des pans encore invisibles à notre conscient. Oui, parce que c'est une vraie question, cette idée de, je sais pas comment on l'appelle, de levée de trauma. Elle peut être aussi parfois pire ou creuser un sillon ou si voilà, il faut être bien accompagné déjà quand ça se vit, Oui. pas que ce soit à n'importe quel moment, n'importe quand. Alors il y a des gens qui utilisent aussi maintenant pas mal les substances psychotropes pour aller lever ces traumas. Vous me direz d'ailleurs peut-être ce que vous en pensez, mais avant d'en venir là, effectivement, est-ce qu'il faut coûte que coûte aller lever ces traumas ou finalement pas forcément? Ça dépend beaucoup de la stabilité psychique générale de la personne. Travaillant en psychiatrie, moi et mes collègues, on veille toujours, en fait, quand on va prendre en charge quelqu'un dans un travail psychothérapique de fond, de voir son niveau de stabilité dans le présent. Parce que pour aller voir des traumas du passé, il faut avoir un pied dans le présent. Hein, ça, tous mes collègues thérapeutes souscriront ce que je suis en train de dire. C'est que pour travailler le passé, quand il a été difficile, voire traumatique, donc on va mettre un pied dedans, hein, il faut aussi avoir un pied en même temps dans le présent. Hein, c'est ce qu'on appelle la conscience duelle, c'est-à-dire d'avoir à la fois la capacité à être là, maintenant, avec quelqu'un, dans l'instant présent, aujourd'hui, et en même temps de regarder hier. Et un travail qui est sérieux, professionnel, ça permet cela. Alors comment y arriver ? C'est là où il faut être accompagné. Il faut des gens qui savent faire ça, et c'est aujourd'hui formidable parce qu'il y a beaucoup de techniques comme le MDR, mais aussi le FT, qui permettent de faire cela, de stabiliser la personne suffisamment pour qu'elle soit là dans son corps avec vous, et en même temps une partie qui peut aller explorer le passé. Et ainsi, on peut faire ce travail de libération et de guérison. Mais certaines personnes ne peuvent pas le faire avant un bout de temps, et parfois même, bon, ça c'est un peu des cas extrêmes, quand on travaille en psychiatrie qu'on voit ça, mais parfois jamais. Moi, j'ai travaillé avec des personnes où je pense qu'ils pourront jamais aller explorer des traumas du passé, et c'est pas grave. On peut faire tellement d'autres choses. On va travailler le présent. On peut accroître les ressources de la personne, ses compétences, faire en sorte que son présent soit beaucoup plus agréable, même vivable pour certaines personnes. C'est déjà énorme. Bien sûr. Alors, dans cet évitement, vous dites aussi que le fait de mettre nos émotions au placard, ça finit par devenir une vraie bombe à retardement pour notre corps, mais aussi pour notre relationnel. Et puis, on voit évidemment des corrélations plus étroites avec les addictions, les comportements addictifs. Oui. En fait, le fait de mettre au placard nos émotions, c'est effectivement une bombe à retardement, puisque les émotions, étymologiquement, ça veut dire mouvement vers l'extérieur. J'aime bien rappeler cette étymologie, puisque elle dit beaucoup de choses en 2 mots. Mouvement vers l'extérieur. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, les émotions gagneront toujours. Et notamment, elles gagneront sur qui ? Sur le mental. Le mental qui est là pour notre survie, pour notre fonctionnement, pour beaucoup de choses. Merci au mental de faire son job. Mais le mental et les émotions sont rarement amis, jusqu'à ce qu'on atteigne, on va dire, un équilibre général. Mais souvent, ça va un petit peu s'affronter, les deux. Donc, le mental va plutôt essayer de mettre les choses dans le placard.
On y va exiler, on dit aussi refouler en psychanalyse, les émotions et donc les traumas liés aux émotions. Donc, quand on a gardé longtemps, parfois c'est donc des années, voire des décennies, des choses qui ont été difficiles, des événements, différentes formes de maltraitance, de la négligence, de la froideur émotionnelle, de l'absence, etc. C'est pas parce qu'on n'en parle pas, parce que même parfois on croit l'avoir oublié, que ça n'existe plus. Ça existe toujours. Vibratoirement, c'est toujours là, en fait. C'est dans notre corps, notamment. Et ça va, en fait, à un moment ou à un autre, apparaître. Parfois tardivement. Il y a des personnes qui peuvent fonctionner ainsi, de manière, en apparence, tout à fait bien, voire même peuvent être heureux, avoir une vie satisfaisante. Mais souvent, c'est des gens qui, quand on creuse un peu, sont pas complètement satisfaits non plus. Il y a souvent des frustrations ou des moments où ça va pas si bien, mais qui souvent ils les cachent. C'est le propre des évitants. Et donc, tôt ou tard, il va y avoir une remontée du refoulé, comme on dit en psychanalyse, c'est-à-dire que comme une petite bulle qui arriverait à s'échapper là du fond d'une bouteille d'eau gazeuse, il y a quelque chose qui va arriver en surface dans le conscient. Donc il y a deux formes possibles de manifestation. La première, c'est tout ce qui va être difficulté, voire maladie psychique. Donc ça peut être des crises d'angoisse, c'est quand même très courant les crises d'angoisse. Ça peut être des crises de colère, des pétages de câbles couramment. Ça peut être des moments de tristesse qui peuvent même se transformer en dépression, en idées suicidaires. Ça peut être des envahissements de culpabilité, de honte, d'émotions qu'on n'arrive pas à se défaire. Et toute la kyrielle des troubles psychiques que sont l'anxiété généralisée, etc. Donc ça, c'est le premier niveau, on va dire. Le deuxième niveau, qui est plus inquiétant, c'est la maladie plus physique. C'est la maladie en 3 mots. C'est-à-dire que là, c'est le corps qui parle. Vu que quelque part, les autres symptômes qui sont souvent, ce que je viens de dire, c'est souvent ceux-là d'abord qui arrivent. Quand ceux-là n'ont pas été entendus, toujours pas. C'est-à-dire que quelque part, on n'entend toujours pas le toc-toc à la porte qui dit « je vais pas bien, il y a des trucs que j'ai vécu, ça serait pas mal d'aller voir, etc. » Quand tout ça n'a toujours pas été vu, entendu, qu'on a refermé la porte, le corps, là, en général, rentre un peu dans l'arène et on va avoir ce qu'on appelle des psychosomatisations, des troubles somatoformes, c'est-à-dire qui prend forme dans le corps. Et là, la liste est longue, ça peut être les migraines, par exemple, c'est très courant chez les personnes qui ont vécu des choses traumatisées qui sont encore refoulées et pas guéries, les maux de dos, tout ce qui va être troubles digestifs, bien sûr, on connaît l'importance du ventre pour les émotions, jusqu'à des maladies graves, comme les maladies auto-immunes, le cancer. Il y a des études très intéressantes qui ont été faites par un collègue qui s'appelle le docteur Julien Dorin sur la relation entre l'attachement évitant, la répression émotionnelle et le risque de développer un cancer. Ouais, là ça va loin là quand même. Voilà. Donc là ça va loin, mais c'est le corps fonctionne comme ça aussi pour nous faire grandir, nous alerter. Et c'est très rare quand même qu'on ait une maladie fulgurante qui arrive comme ça du jour au lendemain. Souvent, vous avez plein de signes. Et moi, je l'entends comme une machine en nous, psychique et physique, qui est vraiment très bien fait, qui nous envoie des signaux. Oui, c'est ça, c'est cette répression émotionnelle qui, à un moment donné, à force de ne pas être entendue, a vraiment besoin de s'exprimer et passe par le corps, et parfois violemment, quand c'est paroxystique, pour pouvoir dire ce mal. C'est ça. Je suis en train de paraphraser ce que vous venez de dire, pardon, mais voilà, c'est ça. Alors, est-ce qu'on voit des corrélations ? Alors, ce qui est, vous avez parlé des émotions refoulées qu'il y a dans ce profil, c'est la colère, tristesse profonde, et vous avez mentionné aussi la honte, qui s'invite souvent dans ce profil. Et là, c'est carrément, je vais devenir transparent, comme ça, on va pas me voir, et donc là, c'est parfait, on va m'éviter, et je vais éviter, c'est ça ? Oui. La honte, c'est reconnu par les thérapeutes et les psychologues comme étant l'émotion la plus toxique qui existe, en fait. Moi, je dis souvent que la honte, c'est une arme de destruction massive de l'estime de soi, de l'espoir et de la pulsion vitale. Et c'est une émotion qui va falloir absolument identifier et puis travailler quand on fait un travail sur soi. Et là, il faut souvent quelqu'un, en fait,
Et pourquoi elle est si délétère? Parce que la honte, c'est se sentir comme un échec à l'intérieur. C'est se sentir comme profondément sans valeur, incapable. Du coup, bien sûr, au niveau de l'agir, ça a des conséquences. Et parfois même, on en arrive à des croyances du type pourquoi je suis là en fait? À quoi ça sert? Quel est le sens de mon existence? Et beaucoup des personnes traumatisées avec qui j'ai travaillé, et alors surtout ceux qui avaient vraiment des traumas graves, répétés, accumulés, ont des paroles comme ça quand on prend le temps vraiment de les écouter, puisque évidemment la honte se cache. La honte ne va pas arriver comme ça au bout de 10 minutes d'entretien. La honte, elle se tapit, puisque par définition la honte c'est vouloir disparaître. Mais quand on prend le temps de connaître ces personnes-là et d'établir une relation de confiance, on va entendre des phrases du type je n'ai rien à faire sur cette planète, je comprends pas pourquoi je suis là. Mon existence n'a aucun sens. Ça irait beaucoup mieux si j'étais pas là. Mes enfants iraient mieux, la planète irait mieux, et sans que ça soit des choses délirantes. C'est vraiment une croyance, avec la force des croyances, une conviction en fait, que ma valeur est inexistante. Et c'est donc très problématique puisque quand la honte domine, déjà on ne demande pas d'aide. Donc ça empêche quelque part le processus de guérison de démarrer. Et c'est là où c'est tout un travail parfois de dentelle, d'aller vers ces personnes qui sont bloquées dans la honte pour faire baisser un petit peu, un tout petit peu au début, cette honte massive, et qui se sentent enfin autorisés à parler d'eux un petit peu sans avoir l'impression qu'ils vont disparaître de honte. Donc c'est tout un travail d'une immense douceur, de présence, de patience aussi. Faut prendre les gens là où ils sont. Il faut aussi leur montrer que ils ne sont pas que l'image qui se font d'eux, c'est-à-dire de non-valeur. Ils sont aussi des personnes qui ont évidemment une valeur, puisqu'on en a tous. Et moi, souvent, ce que je dis aux personnes, c'est que s'ils sont encore là, parce que souvent, c'est des personnes qui ont eu des idées suicidaires, souvent qui ont fait aussi des passages suicidaires, enfin, en tout cas, ceux qui sont vraiment dans une honte toxique, on va dire. Et je leur dis, mais si vous êtes encore là, c'est qu'il y a un sens. Et puis, si c'est des personnes un petit peu spirituelles, voire beaucoup, là, moi, j'ai quelque part, enfin, une accroche pour pouvoir un peu mettre du sens dans le non-sens, puisque c'est souvent ça pour ces personnes-là, leur expérience, leur existence n'a pas de sens. Et de se dire, bah oui, finalement, si je suis là, malgré parfois mes tentatives de suicide répétées, c'est que, quelque part, s'il y a un bon Dieu, ou en tout cas un univers, un sens à tout ça, c'est qu'on veut pas de moi là-haut, et c'est que j'ai quelque chose à faire. Et là, on a une accroche, en fait, on a un début de travail formidable. Et inversement, puisque vous parlez du spirituel, on trouve aussi dans les milieux spirituels beaucoup d'évitants qui s'échappent cette fois-ci dans le spirituel. Ce qu'on caricature, et personne ne veut en être, mais qu'on caricature les fameux perchés. Ça peut être aussi des évitants. Là, vous avez ce psychanalyste américain, John Welwood, dans les années 80, que vous citez, qui alerte aussi sur les dangers du contournement spirituel, qui sont des nids d'évitants. Vous le citez, je crois que c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est très intéressant. Moi, quand j'ai commencé à découvrir l'attachement, à comprendre un peu tous ces mécanismes, déjà à l'époque, je passais beaucoup de mon temps personnel à fréquenter ces milieux-là, à faire des retraites, des stages, des choses comme ça, et c'est toujours le cas, ça me nourrit beaucoup, ça m'aide beaucoup. Mais j'ai pu comprendre, en fait, les comportements de certaines personnes que j'avais du mal à cerner, en fait. Et je me suis rendu compte qu'il y a, chez un certain nombre de personnes qui sont comme ça dans des quêtes spirituelles, une forme d'évitement. Et ce qu'appelle John Welwood le contournement spirituel, c'est cette utilisation qui est contre-productive en fait, de la spiritualité pour éviter les choses importantes de la vie. Donc parfois c'est des choses très pragmatiques, terriennes. Il y a des gens qui fuient, on va dire, des problèmes de leur quotidien qu'ils n'arrivaient pas à régler. Mais le plus souvent, c'est plus subtil que ça. Le plus souvent, c'est des personnes qui ont, la plupart, moi j'ai observé, ont vécu des trajectoires de vie pas si simples, même parfois avec des bons traumas, mais qui ne sont pas encore au point de pouvoir
les accueillir et s'en occuper, on va dire, de manière plus présente, parce que ça demande du courage, hein. Ça demande du courage d'aller voir son enfance, son passé, les traumas non résolus. Et il y a quelque chose de séduisant, hein, c'est sûr, dans la spiritualité, bon, qui est vrai aussi, hein, c'est pas que séduisant, bien sûr, de se dire, voilà, si je vais caricaturer, mais si je médite toute la journée sur mon zafou, tous mes problèmes vont disparaître. Bien sûr que je vais être bien si je suis dans un ashram, que je médite, je fais des stages tous les week-ends, évidemment, et ça amène beaucoup de choses. Mais la psychologie, c'est un autre sujet. Donc, John Hallwood a écrit ce livre qui s'appelle La psychologie de l'éveil, où il insiste beaucoup sur cette importance, hein, d'être à la fois ancré, enraciné, hein, comme un arbre, quoi, dans la terre, c'est-à-dire bien en phase et puis du coup parfois en confrontation, hein, avec nos problèmes psychologiques, psychiques, d'émotions, de colère, de tristesse, etc. Et puis aussi d'être comme les branches, hein, et les feuilles d'un arbre, aussi tournées bien sûr, en tout cas moi ça me parle, vers le ciel et vers notre nature qui est selon moi aussi spirituelle. Il faisait d'ailleurs ces ponts, lui, entre la psy, justement, et le spi. Hein. C'était vraiment en disant, il manque ce pont, en fait, entre les deux. C'est ça. Et beaucoup d'autres, on en parlait. Arnaud Desjardins, hein, qui était un guide spirituel hors du commun, que j'ai pas eu la chance de connaître, mais dont j'ai lu beaucoup de livres, et puis j'ai pu aller dans son ashram. Arnaud Desjardins témoignait par sa propre vie de ce chemin-là. Il disait que avant d'atteindre le détachement de l'ego, qui est évidemment très rare, hein, semble-t-il, lui, il l'a atteint, mais avant d'en arriver là, ou même de s'approcher de ça, il faut guérir l'ego. Lui, il disait, vous ne passerez pas d'un ego malade à une absence d'ego, ça ne marche pas comme. L'intermédiaire, qu'on oublie parfois, c'est la guérison de l'ego. Et qu'est-ce que c'est que la guérison de l'ego ? C'est la guérison de notre moi, hein, si on prend les termes de la psychanalyse. C'est guérir, voilà, tout ce qui fait que je suis un être très émotionnel, très physique, avec des besoins très primaires. Oui, c'est ça. Bon, après, on sait que, je ne sais pas pour Arnaud Desjardins, mais chez beaucoup de gourous, hein, dans le bon sens du terme, il y a aussi des déviances, effectivement, parce qu'ils partent beaucoup dans le spirituel, qu'on les met beaucoup sur un piédestal et qu'il peut y avoir aussi des dangers chez ces gens-là qui sont un peu sanctifiés et qui partent aussi parfois dans certains excès. Mais c'est un autre sujet. Alors, est-ce qu'on trouve des corrélations ? Je parlais des addictions tout à l'heure, on n'a pas tout à fait, je pense, fini dessus. J'ai dévié. Tout à fait. Donc, oui. Et puis après, on viendra sur l'hypersensibilité. Oui, mais je relancerai. Pour les addictions, en fait, donc quand on a une habitude de dissociation, hein, on est un peu dans ce brouillard, dans ces limbes, sauf que personne ne peut vivre tout le temps comme ça. Donc, il va y avoir une partie de nous, hein, une partie très pulsionnelle, très libidinale aussi, on pourrait dire, hein, liée à la libido, qui est la pulsion de vie, hein, qui est absolument fondamentale juste pour être vivant, qui va se réveiller. Et ça va amener, en fait, un recours aux addictions ou aux comportements qui peuvent être très forts pour reconnecter quelque part à une pulsion de vie. Hein, et quand on va prendre des substances ou quand on va avoir des conduites à risque, la conduite automobile, la conduite sexuelle, des choses comme ça, des scarifications, ça va ramener en fait une pulsion de vie sur le moment. Quelque part, ça va nous ramener là. Et puis ça va aussi, alors surtout si c'est des substances de type drogue, ça va aussi rejouer le phénomène de la dissociation, cette fois-ci externe. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes avec un attachement très évitant et très dissocié vont avoir souvent recours aux addictions pour rester dans cet état où quelque part les émotions ne viennent plus les atteindre et les mettre en difficulté. Oui, c'est ça, ils s'anesthésient à nouveau. C'est ça, exactement. Le lien avec l'hypersensibilité, les évitants, vous en parlez aussi. C'est vrai qu'on est dans une société, vous dites aussi, qui a basculé inversement dans une forme d'hyposensibilité. Oui, c'est notamment Thierry Janssen qui parle de ça. Hein. J'avais beaucoup aimé l'entendre parler sur ce sujet-là. Il parlait d'ailleurs de lui et il disait, moi, on m'a souvent taxé d'hypersensible. Et à ça, il répondait, mais non, peut-être que je suis normosensible et que c'est la société qui est hyposensible. Et je trouvais que c'était un renversement du point de vue qui est extrêmement intéressant puisque
finalement, beaucoup de choses sont subjectives et relatives, surtout quand on va définir comme ça ce qui est hyper, ce qui est hypo. Mais par rapport à quoi, finalement? Donc, par rapport aux normes actuelles, c'est vrai que y a beaucoup d'enfants dans mon cabinet. Moi, j'en ai vu beaucoup. Qui arrivent amenés par leurs parents en disant voilà mon fils, ma fille est hypersensible, du coup elle a des problèmes de sommeil, l'apprentissage c'est compliqué, elle a du mal à se faire des amis, l'impression qu'elle n'est pas comme les autres, etc. Certes, donc ça, il y a un phénomène quand même réel. Je pense que les enfants d'aujourd'hui sont plus connectés, plus sensibles, et c'est plutôt une très belle chose. Mais est-ce que finalement, est-ce que c'est le problème, il est où? Il est chez ces enfants-là, en fait, ou est-ce qu'il est au niveau de la société qui ne les accueille pas comme ils sont déjà? La plupart du temps, c'est quand même l'origine du problème et l'origine d'une consultation, typiquement. Et qui a peut-être besoin d'évoluer vers justement un accueil plus large, plus sensible à l'émotion, à la sensibilité, à notre nature profonde, et qu'on a quand même beaucoup perdu de vue, je pense, ces 50, 60 dernières années, avec l'ère du matérialisme, de l'hyper-rationalisme, de ces valeurs en toc et hors sol qui dominent encore beaucoup notre société là en 2022. Oui, et puis c'est vrai que j'en parlais, je sais plus dans quel podcast, avec un ou une thérapeute, je me souviens plus, mais on disait que effectivement, il y a toujours à se poser la question quand l'enfant a un problème, au lieu de le stigmatiser et de l'emmener chez le psy parce qu'il a un problème, de renvoyer vers soi dans quel terreau finalement je l'ai élevé. C'est ça. Et qu'est-ce que je trimballe moi-même dans mon transgénérationnel, dans mes blessures, qui finalement, encore une fois, on parlait de la maladie tout à l'heure, mais qui peuvent aussi somatiser chez nos enfants, et donc lui faire comprendre, et puis c'est aussi lui enlever une forme de culpabilité, de tuer le problème, de dire nous sommes. Oui, nous sommes au niveau du premier cercle qui est la famille, et puis de manière plus large, c'est là où ça invite à des réflexions qui sont absolument fondamentales au niveau du système d'éducation, ça c'est sûr en premier lieu, mais du système général de notre société. Comment on accueille les émotions? On est encore dans un monde. Moi, j'ai travaillé 10 ans en entreprise, en marketing avant de devenir psychologue. Donc, j'ai vu ça de près pendant longtemps. On est encore dans un monde où il est mieux vu d'être cérébral, entre guillemets, que émotif. Où il est encore mieux vu d'être plutôt dans un contrôle des émotions, d'un sang-froid, quelque chose qui est dans la maîtrise, que d'être dans une sensibilité, une émotion qui est là, qui se présente. Et ça, donc c'est très vrai dans certains milieux, mais de manière générale, c'est encore prégnant aujourd'hui. Même si ça bouge un peu, parce que il y a quand même eu des progrès grâce à l'éducation. Tous les mouvements comme ceux initiés par Françoise Dolto à l'origine, bien sûr, mais Isabelle Filiosa, par exemple, et tant d'autres qui font bouger les lignes. Voilà, ça change quand même, soyons optimistes. Oui, c'est ça. Je me demande si c'était pas avec justement la pédiatre Catherine Guégan dont on parlait de ça. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle, et vous l'avez dit en introduction de ce podcast, et c'est votre cas, on peut devenir un ex-évitant, ou en tout cas un évitant qui est en chemin de guérison, comme vous l'avez dit, comme vous, Gwenaëlle. Alors, racontez-nous, vous l'avez déjà un peu dit dans notre premier podcast, mais je trouve que ce serait intéressant de revenir dessus, puisqu'on parlait de Catherine Guégan et vous d'Isabelle Filiosa. C'est à la lecture d'un de ses livres qui a été une révélation, et vous dites « La mer qui s'ouvre en deux », voilà, à un moment donné dans votre vie. Vous étiez très jeune à ce moment-là. Oui. Donc, j'avais 20 ans, et je démarrais mon premier poste en marketing, donc dans une boîte d'agroalimentaire en banlieue parisienne. Et je débarque donc dans ce monde-là qui en fait me faisait très peur, mais je m'en rendais pas compte, puisque moi, de par mon histoire, en fait, j'ai perdu ma mère d'un cancer quand j'avais 16 ans, et je suis issue d'une famille où c'était avant tout la froideur émotionnelle qui dominait. Donc moi, je me suis construite en fait très tôt sur un mode évitant, et puis encore plus quand ma mère est décédée, puisque ensuite ça a été vraiment, voilà, là, c'était plus la froideur, c'était la glaciation générale, on va dire. Donc j'ai beaucoup investi l'intellect pour faire face à tout ça, et donc j'ai fait les études que j'ai faites, et je débarque donc à 20 ans dans ce monde-là de l'entreprise,
avec tous ces défis, et puis les défis surtout que je me mets à moi-même, mon hyper-exigence interne, qui fait que je veux absolument réussir quelque part, faire ma place, réparer quelque part mes blessures narcissiques. Et donc je me trouve en fait en grande difficulté dès le départ avec mes émotions, qui sont là, juste derrière, en fait, juste à la surface de mon apparence de contrôle. Et en fait, un jour, très concrètement, je me souviens de ce moment-là comme si c'était hier, je me retrouve avec mon chef qui me demande un petit point à date sur mes projets, comme on faisait régulièrement. Et ce jour-là, je me sens submergée tout d'un coup d'une émotion que j'avais pas vu venir, et je fonds en larmes, en fait, devant ce chef qui, au demeurant, était adorable, heureusement. Et j'en sors donc de cet entretien absolument mortifié de honte, vraiment la honte de non seulement j'ai pas été capable de répondre à ses attentes, je pense que c'était ça qui avait déclenché mon émotion, j'avais dû me sentir insuffisante, et puis surtout j'avais craqué. Donc là la honte m'envahit, j'ai juste envie de disparaître, de plus être là. Mon cerveau qui était quand même qui a toujours été quand même un atout pour moi me dit Gwenaëlle, ça va le faire, en fait on va trouver une solution. Qui dit problème dit solution, voilà mon aspect très pragmatique. Donc je me dirige vers la librairie la plus proche, et je tombe sur vraiment au hasard, le fameux hasard avec des guillemets, sur le livre de Isabelle Filiosa qui s'appelle L'intelligence du cœur, et qui atterrit dans ma main. Et cette lecture en fait a été un eureka, la mer qui s'ouvre en deux, comme Moïse, puisque à la lecture de ce livre, j'ai compris que, alors ce qui pour aujourd'hui et pour moi est évidemment une évidence, et qu'il l'est pour beaucoup de gens, mais que les émotions refoulées étaient en fait un problème. Alors que jusque-là, moi je trouvais ça très bien de blinder, de contrôler, de ne rien montrer. Je me trouvais au contraire plutôt forte et solide. Et là, j'apprenais à l'occasion de cet entretien très banal que non, en fait, que toutes ces émotions refoulées, notamment liées au décès de ma mère, mais pas que, en fait, de plein d'autres choses, étaient une bombe à retardement. Et donc, ça m'a appris beaucoup de choses. Et à partir de là, j'ai commencé un travail sur moi qui a jamais cessé. Alors dans votre cas, et vous l'aviez dit aussi dans votre précédent livre, la danse-thérapie a été un point incroyable. Vous dites entre moi et moi, entre mon mental bien contrôlant et mon corps bien impuissant devant la tyrannie de l'esprit. Et puis dans votre nouveau livre, vous nous donnez en fait ces outils justement qui peuvent nous aider et qui se trouvent souvent dans le corps. Alors vous avez parlé tout à l'heure de l'EFT, de l'EMDR. Là, je parlais de danse-thérapie, mais aussi le toucher, le lien à la nature, l'émerveillement. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait, si on cherchait un petit peu à débroussailler les solutions, vraiment aider une personne évitante là, qui nous écouterait et qui a envie de se mettre au travail, à l'œuvre? Alors avant, tous ces moyens-là, qui sont tous valables et qui vont surtout se présenter selon qui on est et aussi selon la magie de la vie, je crois qu'il est important de rappeler le pouvoir de la curiosité. Je crois que avant de se mettre en chemin par une forme ou par une autre, il y a vraiment cette idée que quand je commence à être curieux envers moi-même, envers mes émotions, envers mon fonctionnement, envers les côtés que j'aime pas, souvent ça commence par ça, bien sûr, là commence un chemin fantastique de connaissance de soi. Et c'est le fameux « connais-toi toi-même » de Socrate d'ailleurs, cet immense philosophe qui, il y a bien longtemps, nous invitait déjà à ce travail d'introspection, de découverte de soi. Moi, ce jour-là, par exemple, quand je me rends compte que j'ai un souci parce que j'ai pas géré mes émotions dans un cadre professionnel, il y a une curiosité. Il y a une partie de moi qui dit « Ok, là, Rogers, on a un problème, on va trouver une solution. » Mais il y a aussi quelque chose qui dit « Je comprends pas, en fait. » Et puis après, la lecture de ce premier livre n'a fait que multiplier cette curiosité. Et pour un évitant, en fait, c'est pas si simple parce que, par définition, l'évitement met à distance beaucoup de choses et tout ce qui est relatif à l'émotion. Donc, aller lire un bouquin, par exemple, sur les émotions ou sur l'attachement, pour un évitant, il y a bien une partie de lui qui est pas bête, qui sait bien que c'est un peu zone rouge. Donc, est-ce qu'on a vraiment envie d'être curieux par rapport à ça? Pas si évident. Mais moi, je crois quand même qu'au fond de nous, on a tous des parties
absolument magnifique, hein, c'est ce qu'on appelle le self, hein, selon Jung, le soi. On a tous au fond de nous cette belle partie qui nous dirige vers l'individuation, hein, toujours selon Jung, vers l'actualisation de nos potentiels, selon Maslow, et vers ce qu'on est vraiment, en fait, hein, le deviens qui tu es, quoi. Et cette force-là, même chez des gens très traumatisés, hein, qui ont pu être mes patients, je l'ai toujours vue, en fait. Hein. Il faut la voir, en fait, en tant que thérapeute. Il faut souffler dessus. Et c'est elle qui va amener après vers plein de choses. Un bouquin, un cours de danse, un stage, une thérapie, et ainsi de suite. Alors, on a cette même passion commune pour Irvin Yalom, ce grand psychiatre américain et professeur, je crois, à l'université de Stanford, oui. Écrivain, romancier, etc. Et il y a notamment un outil que lui, il utilise beaucoup, qui sont les groupes de parole, où on permet d'apprendre à parler de soi avec authenticité. Ça, c'est quelque chose qui vous touche aussi beaucoup. Oui. En tant que thérapeute, je fais plus de consultations individuelles, ou très peu, quelques patients que j'ai encore. Et depuis plusieurs années, en fait, je développe des groupes. Pourquoi ? Parce que d'abord, personnellement, ça m'a incroyablement aidée, hein, sur mon chemin de résilience. Le groupe, quand je l'ai rencontré à peu près 10 ans, m'a permis d'aller voir des endroits de moi à travers les autres. Hein, c'est vraiment ça qu'explique très bien Yalom aussi, hein, c'est que quand vous êtes dans un groupe avec un cadre de sécurité, hein, bien sûr, il faut que ça soit animé par quelqu'un qui est bienveillant, qui sait ce qu'il fait, vous avez en fait comme une boule à facettes, c'est-à-dire plein de personnes qui sont là et qui sont en fait des bouts de nous. Et quand la parole, en fait, notamment dans les cercles de parole, vous avez toujours dans des groupes, est amenée, vous allez pouvoir, en entendant les autres, entendre des bouts de vous que vous avez peut-être mis de côté, jamais entendus ou un peu ignorés. Et c'est là où moi je vois ça beaucoup dans mes stages, en fait, des gens qui peut-être au début sont venus un petit peu à reculons parce que c'est difficile, alors surtout si on est évitant, mais qui en sortant vont me dire des phrases du type bon, c'était dur, mais ça m'a tellement touchée quand il ou elle a dit ça, parce qu'en fait c'est ce que je ressentais, mais j'arrivais pas à le mettre en mots, et ça a ouvert une porte en moi. Et c'est en ça que le collectif, hein, et c'est pour ça qu'on est en couple aussi, c'est pour ça qu'on a des amis, c'est pour ça qu'on a besoin d'être dans un village, hein, au sens vraiment tribal du terme, pour se sentir connecté aux autres, bien sûr, mais aussi pour être renvoyé dans nos zones aveugles et ainsi grandir. C'est ça. C'est peut-être pour ça que l'inconscient populaire disait il y a besoin de tout un village pour éduquer un enfant, quelque chose comme ça. Oui, absolument. Vous parlez de cet art d'être avec, c'est vraiment ça ? Oui, être avec, j'aime beaucoup cette expression qui vient de Diana Faucha, qui est une thérapeute américaine qui m'a beaucoup appris. Être avec, ça veut dire être avec soi, avec l'autre et avec le monde. Donc être avec soi, c'est être avec nos émotions, et donc c'est ce que j'invite les personnes qui se reconnaissent dans l'attachement évitant à oser faire, parce qu'il y a vraiment l'idée de oser être avec la colère, être avec la tristesse, cette honte qu'on veut pas voir. Être avec l'autre, c'est oser la relation aussi, hein, oser l'intimité, oser les risques qui vont avec. Oui, peut-être que je vais me sentir rejetée, peut-être que je vais me sentir à nouveau abandonnée, que ça va être difficile. Et en même temps, quelle occasion de réparation incroyable. Et puis être avec le monde, c'est plus vaste encore, c'est être avec à la fois tous les défis, hein, l'adversité qui est le monde, surtout en ce moment, hein, on est dans une période quand même chaotique et éprouvante, mais aussi toutes les aides qu'il y a dans le monde, hein. Donc là, quand on a une vision spirituelle du monde, je pense que ça aide beaucoup, parce que je crois qu'il y a beaucoup de difficultés, beaucoup d'ombre, mais il y a aussi tellement de lumière. Et être avec ça aussi. Oui. Comment est-ce qu'on peut aider un proche évitant à parler de lui, justement, ou l'accompagner tout simplement ? La première chose, souvent, que je conseille, c'est la patience. Alors, c'est rarement satisfaisant comme réponse, mais c'est quand même un peu le préambule, hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui est évitant, rappelons-nous que c'est quelqu'un qui a eu besoin de se construire ainsi, parce que c'était la meilleure manière de fonctionner. Et peut-être que ça l'est encore à certains endroits. Donc déjà, de voir les choses comme ça amène notre capacité à être patient. Et puis ensuite, je crois que les qualités de présence
et de bienveillance, de douceur sont importantes. De proposer à ces personnes-là un espace de présence où ils vont pouvoir déposer des choses. Alors c'est pas dire qu'on va se mettre face à eux dans le canapé en disant vas-y parle-moi, parce que ça en général ça marche pas du tout avec un évitant. Oui, puis en plus c'est ce que les anxieux cherchent un peu à faire, absolument à tirer les émotions de l'évitant pour savoir où il en est, ce qu'il pense, etc. Et c'est contre-productif. C'est contre-productif. L'anxieux qui va dire à son conjoint évitant mais parle-moi, tu me dis rien et moi je sais pas et je vois bien que t'es pas bien. Bon ça marche pas, c'est encore pire. Ce qui va plutôt fonctionner, donc c'est là où la patience est de mise, c'est de permettre à l'évitant de sentir qu'on est là en fait, que ce qu'il a pu vivre dans le passé, qui était l'ignorance de ses émotions, l'ignorance de ses besoins, la froideur, l'abandon, le rejet, l'humiliation et autres, avec nous, même si on n'est pas parfait, bien sûr, il peut y avoir des couacs, on va en tout cas essayer que ça n'arrive pas ou plus, et qu'on va être là en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut du temps. Un évitant, il lui faut du temps. Moi, je vois bien avec mes patients, les évitants, autant des gens sécures, au bout de 5 minutes en thérapie, ils vous amènent directement ce qui les préoccupe. Un évitant, les premiers temps, il vous parle peut-être de la météo, l'actualité, des choses comme ça. Et dans un couple, une amitié, c'est pareil. Donc au début, on va peut-être parler de choses très pragmatiques, très concrètes, très frustrantes, parfois pour un anxieux. Mais c'est peu à peu que l'évitant va s'ouvrir, un peu comme une huître, quoi. Est-ce qu'ils peuvent justement un peu tromper, entre guillemets, les psys, parce que les évitants, dans cet art de rester en surface, peuvent faire croire que tout va bien ? Un certain nombre, oui, puisque souvent, il y a des capacités intellectuelles bonnes, voire même parfois supérieures à la moyenne, qui font qu'ils peuvent un peu donner le change, on va dire, et même parfois être dans une intellectualisation des processus psychiques. Parfois, on a des évitants qui vous font presque un cours de psychologie, dans le sens qu'ils ont bien compris que s'ils en sont là, c'est parce que papa, maman, tanana. Mais au niveau émotionnel, en fait, ça vibre pas. Et quand on ignore les styles d'attachement en tant que thérapeute, parfois on peut effectivement se faire un petit peu le raid, dans le sens que au début, on peut penser que la personne, elle parle plutôt bien, elle est là, elle vient, et ne pas voir que en fait, tant qu'on n'a pas abordé des sujets qui sont, on dit, pertinents au niveau de l'attachement, on n'a pas en fait le côté évitant qui vient. Et ce côté-là va venir quand on va commencer à creuser. Parlez-moi en fait de ce qui se passe vraiment dans votre cœur, dans votre corps, quand votre femme, par exemple, elle vous dit ça ou elle fait ci. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, vraiment ? Et on se met aussi vibratoirement, énergétiquement très présent en fait dans ces moments-là. Et on utilise, en tout cas moi c'est comme ça que je travaille, j'utilise ce qu'on appelle le contre-transfert, c'est-à-dire mes propres ressentis pour voir si de l'autre côté il y a une authenticité, il y a une vibration, ou si c'est une façade. Intéressant. Il y a beaucoup de psys aujourd'hui qui sont formés au type d'attachement relationnel, en tout cas j'imagine de plus en plus, mais ça représenterait combien à peu près en France Aucune idée, mais moins qu'aux États-Unis ou dans les pays anglophones ou en Suisse par exemple, parce que la théorie de l'attachement a été un petit peu mis de côté pendant un certain temps en France en fait. Il y a eu pas mal de guerres de chapelle, comme il y en a beaucoup malheureusement. Donc il y a quelque part un petit peu de retard. Mais grâce au travail formidable que font les époux Guédonné, Nicole et Antoine Guédonné, qui sont des pédopsychiatres, ça a pris en fait quand même pas mal depuis quelques années. Ils ont monté un DU sur l'attachement que j'ai pu faire à Paris 7. Et il y en a de plus en plus quand même. Et puis ça intéresse en fait beaucoup de gens, mais en particulier les thérapeutes, puisque comprendre l'attachement, ça permet aussi de mieux comprendre la relation transférentielle et contre-transférentielle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe entre un soignant et un soigné quand ça va bien, mais surtout quand ça va mal, en fait. Et en fait, c'est des danses, parce que nous, en tant que thérapeutes, on est aussi, bien sûr, en prise avec nos propres styles d'attachement, nos propres comportements, et ça va se danser avec celui de notre patient. Oui, on retrouve un petit peu ces principes aussi, j'imagine, dans la thérapie Imago, la thérapie de couple. J'avais reçu Claude Parisot à ce sujet. Oui, je connais pas très bien l'Imago, mais de ce que je connais, je pense que c'est effectivement, on est bien dans la même énergie, la même vibration générale.
Alors Gwenaëlle Perciot, avant de se quitter, je me suis rappelé qu'effectivement on n'a pas reparlé non plus des thérapies et des psychotropes dans un cadre évidemment clinique, et ça m'intéresserait d'avoir votre avis. C'est vrai qu'on avait oublié les addictions, on est revenu dessus. Allez, vite en conclusion, peut-être un petit mot là-dessus. Oui, les thérapies assistées par psychédéliques, on en parle de plus en plus. Il y a plusieurs livres grand public qui sont sortis et je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Personnellement, j'y vois là en fait un moyen de soutien et d'accompagnement très puissant pour des personnes typiquement souffrant donc d'addiction, mais pas que. La dépression aussi résistante peut être très aidée, et puis aussi la souffrance, on va dire, existentielle. Et pour moi, en quelques mots, les psychédéliques, qui sont une forme de psychotrope, sont un peu comme des turboréacteurs du changement psychospirituel. Donc il faut le faire évidemment. Alors de toute manière en France c'est interdit, mais dans certains pays ça le devient. Et quand c'est fait de manière encadrée, avec un set and sitting aux petits oignons, un cadre de sécurité, il se passe des choses assez étonnantes et très prometteuses. C'est ça. Eh bien, Gwenaëlle Perciot, merci infiniment d'avoir partagé avec nous toutes ces pistes de guérison avec ce fabuleux livre « Couper des autres, couper de soi quand la distance affective cache des blessures d'attachement » aux éditions Erol. On peut retrouver évidemment d'autres pistes à découvrir sur votre site internet gwenaelleperciot.com. Merci beaucoup Gwenaëlle. Merci Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol, ainsi que mon tout nouvel oracle du Scarabée d'or chez le même éditeur. Et enfin, pour nous soutenir, participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités, rejoignez dès maintenant la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.